Voilà, comme on dit traditionnellement dans cette enceinte, l'audience est ouverte, pouvez vous asseoir. Alors nous voilà arrivés à ce point final de la Nuit du droit 2024. Donc je le rappelle, la Nuit du droit, c'est l'anniversaire de notre Constitution, donc un moment fondateur pour notre République. C'est aussi le moyen pour nous de vous montrer, de célébrer cette Nuit du droit, la place du droit au centre de notre société. Et en fait, déjà, je souhaite véritablement, très chaleureusement remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à cet événement au tribunal judiciaire de Saint-Pierre aujourd'hui. Vous avez vu, c'était très dense. Il y a eu des moments d'immersion complète avec les ateliers scènes de crime. Et là, je remercie chaleureusement les forces de sécurité intérieure qui se sont investies pour réaliser ces moments, ces reconstitutions criminelles et ces études techniques. Aussi remercier l'ensemble des partenaires qui se sont ouverts aux étudiants et lycéens pour leur montrer leur métier, pour leur expliquer ce qu'ils faisaient, leur expliquer aussi toute la complexité qu'est l'acte de juger, l'acte d'accompagner les victimes, l'acte d'accompagner les personnes qui sont détenues ou les mineurs délinquants ou les mineurs en danger, défendre les gens, exécuter les décisions de justice, rédiger des actes. Donc vraiment, merci à tous. Je pense aussi aux membres du tribunal administratif, de la Chambre régionale des comptes qui étaient là, des conciliateurs de justice et les associations qui interviennent régulièrement au sein de nos palais. Je pense à la RAJUFA, au SCJE, aussi à la justice restaurative. Donc vraiment, merci à tous. Je vois que les stands n'ont pas désempli de la journée. Merci aussi, là je parle pour nous, aux magistrats, agents, contractuels qui ont participé à cette journée, qui ont fait que leur organisation a été un succès. Et la dernière chose aussi, et ça c'était, je l'ai évoqué en introduction de cette conférence, il y a eu une conférence sur la biodiversité qui revêt chez nous une importance particulière parce que Saint-Pierre est très attaché à la question de la lutte contre les infractions faites contre l'environnement, puisque Saint-Pierre est le pôle régional de l'environnement. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on va laisser la place à nos avocats d'un jour ou nos avocats d'un soir pour clôturer en beauté cette belle journée. Et déjà que je félicite d'avance d'avoir réussi à être là aujourd'hui et vraiment, je ne vais pas parler davantage. On a vraiment hâte d'entendre vos plaidoiries qui sont en fait sur le cœur du thème de la Nuit du droit. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a eu ce côté immersif, il y a eu ce côté présentation des métiers, mais le thème qui a été arrêté par le président du Conseil constitutionnel sur la Nuit du droit cette année, c'est la question de la démocratie et vous allez chacun évoquer des thèmes entre le droit et la démocratie, des thèmes qui sont en lien avec le droit et la démocratie, donc le centre même de notre Nuit du droit. Voilà, merci à toutes et tous et voilà, bon courage dans votre exercice qui est difficile, on le sait. Je prendrai rapidement la parole pour la céder immédiatement à monsieur le professeur Jean-Baptiste Seub, qui est le père de ce concours d'éloquence. C'est lui qui l'a créé il y a de ça 6 ans maintenant. Et donc, la coutume, c'est qu'il puisse l'introduire auprès de vous. Donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Cathy. Madame et messieurs les présidents, madame et monsieur les procureurs de la République, messieurs les bâtonniers, mes chers collègues, mes chers confrères, maîtres, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers étudiants. Nous voici réunis pour la 6e année consécutive afin de célébrer la Nuit du droit à La Réunion. Cette manifestation, vous le savez, a été lancée par le Conseil constitutionnel dans le but de faire connaître le droit au grand public. L'idée est excellente parce que bien souvent, le grand public ne se fait pas une image très juste de ce qu'est le droit. Flaubert écrivait ainsi dans son dictionnaire des idées reçues, « Le droit, on ne sait pas ce que c'est ». Et il faut bien admettre que parfois le grand public a du droit une idée totalement fausse. Le même Flaubert, lorsqu'il était étudiant en droit, avait écrit des lignes dures sur la matière qu'il
apprenez, dans un langage particulièrement fleuri, et je vous prie par avance de l'excuser. Il écrivait « Je suis dans un état d'embêtement prodigieux. Je ne sais trouver pour le droit assez de formules de malédiction. Je suis au titre 14 du livre 2 des Instituts, et j'ai encore tout le Code civil dont je ne sais pas un seul article. Sacré nom de Dieu, de merde, de nom d'une pipe de 25 000, le putain du tonnerre de Dieu. Que le diable étrangle la jurisprudence et ceux qui l'ont inventé. Le droit me tue, le droit m'abrutit, le droit me disloque. Il m'est impossible d'y travailler. Quand je suis resté 3 heures le nez sur le Code civil, pendant lequel, évidemment, je n'ai rien compris, il m'est impossible d'aller au-delà. Oui. Le droit jouit parfois d'une bien triste image. Mais le droit, ce n'est pas cela. C'est donc pour faire connaître ce qu'est réellement le droit que depuis 6 ans, les juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier, les ordres des avocats, la chambre des notaires, celle des commissaires de justice, les services de police et de gendarmerie, le conseil départemental d'accès au droit, l'administration pénitentiaire, la protection de la jeunesse, les associations d'aide aux victimes et la faculté de droit et d'économie mettent en commun leurs ressources afin de faire vivre à La Réunion cette nuit du droit. Il nous faut donc remercier cette année le président Bruno Pagès et le procureur Olivier Clémençon de nous accueillir dans le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Mais il nous faut également remercier une personne sans laquelle cette nuit du droit ne pourrait pas se tenir. Chaque année, Cathy Pomar, qui est à ma gauche, est en effet le chef d'orchestre de cette manifestation. Elle déploie une énergie considérable pour mobiliser les bonnes volontés, pour préparer cette journée et faire en sorte que chacun y trouve sa place. Mille merci, ma chère Cathy, de tant de dévouement et de ce sourire et de cette bonne humeur permanente. L'édition de la Nuit du droit 2024 a été particulièrement dense. Pour ceux qui sont parmi vous abonnés au Juris Classeur périodique édition générale, eh bien vous verrez que dans le numéro qui vient de sortir aujourd'hui, il y a un article sur la Nuit du droit à La Réunion. La métropole donc nous scrute et s'intéresse à ce que nous faisons. Tout au long de cette journée, vous avez pu assister à des présentations des différents métiers du droit, à des ateliers scènes de crime, à une conférence sur la biodiversité et le droit. Et ces ateliers montrent finalement, et le président Pagès l'a dit, que le droit est au cœur des débats sociétaux et des questionnements qui animent notre époque. Mais à vrai dire, la chose n'est en rien nouvelle, puisque les anciens affirmaient déjà « ubi societas, ibi ius », là où il y a une société humaine, il y a nécessairement du droit. Toutes ces manifestations du droit ne sauraient toutefois pas en marquer l'essence. Derrière le fatras des règles auxquelles on réduit bien trop souvent le droit, derrière le gendarme qui enquête, derrière le notaire qui instrumente, derrière l'avocat qui plaide, le magistrat qui juge, le professeur qui enseigne, le droit est avant tout un discours. C'est la voix d'une personne qui fait entendre ce qu'elle estime juste et vrai. Il y a certes des grands juristes dont la voix et l'autorité résonnent au-delà des palais de justice, mais il y a également ce que Christian Attias, qui était professeur de droit à l'université d'Aix-en-Provence, appelait les modestes artisans du droit. Les artisans du droit, ce sont des juristes inconnus, comme vous et moi, qui, dans leur activité quotidienne, sont confrontés à des questions nouvelles, trouvent des arguments originaux, les soutiennent, les défendent et participent ainsi à l'évolution du droit. Et l'on est là, me semble-t-il, dans ce qui fait la quintessence du droit. La réflexion, le débat, les idées et également la manière de les exprimer, l'éloquence. Et c'est pour souligner cette quintessence du droit que chaque année, la Nuit du droit se clôture par le traditionnel concours d'éloquence. Et comme ça a été dit, le thème de cette année est celui de la démocratie et du droit. De nombreux étudiants de la faculté de droit et d'économie y ont participé à ce concours, mais ce sont seulement les meilleurs que nous allons entendre ce soir. Ils ont réfléchi à des sujets variés. La démocratie donne-t-elle tous les droits ? La démocratie fait-elle nécessairement du beau droit ? Je pense qu'on a la réponse. Le droit est-il un outil pour bafouer la démocratie ? Qu'elle soit légère ou profonde, qu'elle soit drôle ou engagée, les plaidoiries que vous allez entendre sont toutes talentueuses. Elles sont l'œuvre d'une jeunesse qui a des choses à dire dans la société dans laquelle nous vivons. Écoutons ces plaidoiries, car les étudiants d'aujourd'hui sont les juristes et peut-être même les grands juristes de demain. Mes chers étudiants, au moment de vous laisser la parole, je vous imagine un peu intimidés. Ne le soyez pas. Vous représentez ce soir vos camarades qui pourront vous regarder sur la chaîne YouTube de l'université. Vous êtes la vitrine de l'université. Vos parents, vos amis, vos grands-parents, vos proches sont venus pour vous écouter. Alors libérez-vous, lâchez-vous, mais pas dans le même langage que Flaubert.
Plaidez, soutenez, argumentez, défendez, soyez brillants, soyez convaincants, faites-nous sourire. Soyez finalement les lumières qui scintillent dans notre nuit, et la nuit du droit 2024 n'en sera, grâce à vous, que plus belle. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, nous allons attaquer avec le cœur du programme, c'est-à-dire vous. Et pour commencer, donc, le sujet qui était proposé aux étudiants de première année de licence. Alors un sujet qui était intitulé « La démocratie donne-t-elle tous les droits ?» Une question effectivement complexe peut-être à traiter. Et je sais qu'il est parfois difficile, quand on est étudiant en L1, de se projeter et d'oser franchir le cap. Je sais que pour Maëva Hasbrook, qui est donc lauréate, ça n'a pas été... c'était un défi, tout simplement. Alors, je vous propose de l'encourager vraiment pour sa première prestation. Maëva Hasbrook. Mesdames, Messieurs, je pense que vous avez déjà entendu parler d'Abraham Lincoln, homme d'État américain, qui, lors de son mandat présidentiel, a défini la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est une définition qui a été reprise de nombreuses fois, mais toutefois, l'idée même de la démocratie ne vient pas du XIXe siècle. Alors, les pères de la démocratie ne sont autres que Périclès et Éphialtès, qui ont instauré dans l'histoire le principe de souveraineté populaire, qui plus est à la Grèce antique. Donc la démocratie n'est plus toute jeune. La démocratie a évolué, bien évidemment, donc elle s'est vue être fondée sur plusieurs autres principes, qui sont la souveraineté nationale, le principe de la séparation des pouvoirs et le principe des libertés fondamentales. De plus, aujourd'hui, la démocratie, on ne peut plus dire qu'elle est une, puisque selon les pays, elle est directe, semi-directe ou représentative. Dès lors, de par cette évolution, et de par le fait que la démocratie ne soit d'autre que la souveraineté du peuple, est-ce qu'on peut dire qu'elle donne tous les droits? Puisque non seulement elle est encadrée différemment, et que le peuple, justement, en est au pouvoir. Alors pour répondre à cette question, il faudrait s'intéresser à toutes les démocraties qui existent. Mais on en aurait pour toute la soirée. Donc je pense que, je l'espère, seulement quelques exemples feront l'affaire. Je vais commencer par un exemple qui est celui de la République démocratique du Congo, et que j'aurais aimé présenter très longtemps puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne m'y attarderai pas trop. On peut commencer par dire que cet État, dans l'article 16 de sa Constitution, prévoit la sacralisation de l'être humain. C'est un droit qui est très facilement remis en question de par le fait que cette année même, l'État a réinstitué la peine de mort, ce qui va à l'encontre du droit de la sacralisation de l'être humain. Comme je l'ai dit, je ne m'attarderai pas plus, puisqu'il y a quand même beaucoup de critiques à faire. Et on en viendrait à se demander si finalement la République démocratique du Congo ne serait pas plus autocratique que démocratique. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc on va s'intéresser à un autre exemple qui est celui de la France. La France qui, elle aussi, donne des droits qui sont eux aussi critiquables. C'est le cas du droit à la liberté d'opinion, qui est prévu à l'article 10 de la DDHC, et qui affirme que nul ne doit être inquiet pour ses opinions, même religieuses. Alors il faut rappeler bien évidemment que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie du bloc constitutionnel et qui est donc une norme fondamentale. On ne peut pas y désobéir. Pourtant, il y a peu de temps, 3 jeunes garçons ont décidé d'enfreindre ce droit. Pourquoi ils l'ont enfreint? Comment, plutôt? Ils ont décidé de violer, de menacer de mort et de jurer... Excusez-moi, je reprends. Ils ont décidé de violer, de menacer de mort et d'émettre des injures antisémites à une jeune fille de 12 ans sous prétexte qu'elle soit juive. Alors, quand on regarde cela, on pourrait se demander si finalement le droit à la liberté d'opinion ne ferait pas juste acte de présence,
puisque non seulement il n'est pas respecté, mais il n'est pas non plus sanctionné. Alors après, ce n'est pas le seul droit à être enfreint. Il y a d'autres droits qui en paient les frais, notamment la libre communication des pensées et d'expression. Là aussi, on peut prendre un exemple qui a eu lieu il y a peu de temps, lors des élections législatives, où de nombreuses manifestations ont eu lieu, avec bon nombre de pancartes brandies au-dessus des foules, notamment une qui a évoqué comme slogan « Inflictuer un vote pour Le Pen en moins ». C'est une pancarte qui sous-entend très clairement l'appel à la violence, qui sous-entend également le fait qu'un droit n'est pas respecté. Et quand bien même M. Mélenchon nous dit que nous avons le droit de rigoler, qu'est-ce qui prime entre avoir le droit de rigoler et le droit de vivre? Alors je m'attarde peut-être un peu sur l'exemple français, mais les États-Unis aussi connaissent le même schéma. On peut le voir aussi avec la tentative d'assassinat de M. Trump, qui a eu lieu il y a peu de temps également. Excusez-moi. Donc là-bas aussi, dans un langage peut-être un peu familier, on pourrait se demander s'ils connaissent ce que veut dire un droit fondamental. Alors, en vous donnant ces exemples, on pourrait comprendre que finalement la démocratie ne donne pas tous les droits, puisque les droits ne sont pas respectés, quand bien même ils sont donnés. Mais ça, c'est sur le plan de la pratique. Sur le plan théorique, les pays donnent les droits. C'est un secret pour personne, mais selon les pays, les droits ne sont pas les mêmes. Ils diffèrent. On peut prendre l'exemple de l'IVG, qui a été instruit dans la Constitution en mars 2024 en France, mais qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, sur le plan théorique, la démocratie, on pourrait y répondre par un oui au fait qu'elle donne tous les droits. Mais encore une fois, il faudrait s'intéresser à toutes les démocraties et nous n'avons pas forcément le temps. Dès lors, si nous disons que la démocratie donne tous les droits, un problème un peu plus majeur est à souligner, celui du devenir de la démocratie. Je vais m'expliquer. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement redéfinir ce qu'est une démocratie? Ou bien faudrait-il renommer les pays se disant démocratiques sous une autre forme de régime? Faudrait-il réinventer ou inventer plutôt, d'autres régimes? Et plus encore, pour aller plus loin, et mesdames, messieurs, je finirai là-dessus, sur le devenir de la démocratie, il faudrait parler de sa souveraineté, la souveraineté du peuple. De la démocratie, excusez-moi. La souveraineté démocratique n'est-elle finalement pas en train d'être en déclin? Est-ce que sa souveraineté n'est pas en train de se faire dominer, n'est-elle pas en train de se faire surpasser par la souveraineté extrémiste du peuple? Alors, si vous le permettez, peut-être que j'y répondrai une prochaine fois. Merci. Donc, juste un grand merci, madame. C'est vrai que vous avez développé pendant cette plaidoirie une très belle énergie, un engagement qui est communicatif. Et c'est vrai que ça fait résonner en nous des idées et des travaux qu'on pourrait mener ensemble et qui sont d'actualité. Vous l'avez un peu dit, vous avez insisté là-dessus, sur toute la question de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la question de la démocratie. Et pour nous aussi, ce que vous avez dit en fin de votre plaidoirie a fait résonner en moi la question du tribunal médiatique, qui va peut-être maintenant prendre le pas sur la démocratie. Voilà, en tout cas, bravo, une très belle énergie. On vous voit bientôt en robe noire, c'est peut-être ce que vous voulez faire, mais en tout cas, un grand merci. Alors moi, s'il m'est possible d'ajouter quelque chose, je sais que ce n'était pas forcément un exercice évident pour vous. Vous avez relevé le défi d'aller jusqu'au bout, sans baisser les bras. Vous êtes lancé des défis et je pense que c'est quelque chose d'important pour tous les jeunes qui sont dans la salle. L'éloquence, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. Parfois, on est un peu timide au démarrage. Et je trouve que se lancer des défis, comme vous avez osé le faire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, toutes mes félicitations pour ça, mademoiselle.
Je vous propose d'enchaîner, si vous en êtes d'accord, avec le sujet qui était celui donné aux promotions de L2, donc de Saint-Denis et du Tampon. Alors le sujet, c'était donc une citation. « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Alors on a été particulièrement positivement surpris des prestations qui nous ont été remontées, des vidéos. Elles étaient toutes très intéressantes, à des titres très différents, et arbitrer a été vraiment compliqué. On s'est dit quand même qu'il était complexe d'avoir 7, 8, 9 lauréats, donc il fallait quand même choisir. C'est ce que nous avons fait, mais pas complètement, puisqu'on a une lauréate et un lauréat qui la suit. Alors je vous demande d'accueillir pour commencer Madame Lou Lial, qui va venir nous présenter sa prestation. Madame Lial qui se sentait pas complètement prête l'année dernière à passer le cap et qui cette année eh bien, nous a envoyé sa contribution. Je l'en félicite. Madame, Monsieur les jurés, cher public, 13 octobre 1981, à l'Assemblée nationale. Les députés s'agitent, on discute, on s'oppose. Le sujet du jour, la nationalisation. L'opposition vient d'amender le projet du gouvernement. La température monte, le temps se fait long. Les débats sont durs et les bancs commencent à faire mal. La droite s'érige contre l'idée d'une quelconque nationalisation contraire, selon le juriste et politique Jean Foyer, à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, chers jurés, cher public, coup de théâtre dans la chambre du législateur. Le député André Lienel prend la parole. Une phrase qui fera mouche et qui fera date. Il reprend son adversaire politique et fait remarquer que son raisonnement est en train de basculer, à ce moment précis, du juridique au politique. De ce fait, dit-il, il a juridiquement tort car il est politiquement minoritaire. S'en suivront 118 heures de débat au compteur, mais qu'importe, la seule prise de parole qui aura marqué des esprits est bien celle d'André Lienel, la preuve aujourd'hui. Mais qu'entend le député à travers ces mots ? Rappelons-le, la gauche est majoritairement représentée au sein de la Chambre basse. Que cela signifie-t-il ? L'opposition minoritaire n'a donc aucune légitimité à penser différemment. Seule la gauche serait en droit de s'exprimer. Passons outre le débat sur la nationalisation. Ce qui attire mon attention est bien le parallèle qu'entretient André Lienel entre légitimité et majorité numérique. Une idée, une parole, parce qu'elle est partagée par le plus grand nombre, serait forcément la plus juste. Et cela justifierait-il que la divergence ne soit ni respectable, ni légitime ? Nous sommes là, mesdames et messieurs, face à un problème d'ordre démocratique. La légitimité ou pas de la pensée minoritairement partagée. Ce que pense la majorité est forcément plus juste, puisqu'il s'agit du plus grand nombre. Retour dans le passé, un certain Rousseau partage cette même idée. Selon lui, la raison se situe là où se rejoint le plus grand nombre. La majorité a donc absolument toujours, mais toujours raison là où la minorité a tort. Mais de quelle majorité sommes-nous en train de parler exactement, mesdames et messieurs ? Celle qui, en 1933, a instauré les camps de concentration ? Celle qui, de 1877 à 1964, a imposé la ségrégation raciale dans les services publics aux États-Unis ? Ou encore celle qui, jusqu'en 1944, a privé les femmes d'un droit de vote? C'est bien de cette majorité dont nous sommes en train de parler exactement ? Eh bien, n'en déplaise aux rousseauistes dans l'âme, je ne suis pas d'accord. Non, la majorité ne fait pas la bonne idée. Et j'irai même plus loin. La majorité peut faire le danger. Il y en a un, pourtant, qui nous avait mis en garde. Celui qui traversa l'océan pour se rendre aux États-Unis et rapporta avec lui l'idée que la tyrannie du nombre pouvait mettre en péril la démocratie. C'est de Tocqueville dont il s'agit, mesdames et messieurs, et il l'écrit. Les conséquences de cet état des choses sont funestes et dangereuses pour l'avenir. Discréditer, violenter, rabaisser, tous les moyens sont bons pour enlever à l'opinion qui fait tâche le peu d'honneur qu'il lui reste. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour celle qui osait porter la voix des femmes devant une assemblée majoritairement composée d'hommes et une société française encore profondément marquée par la volonté masculine ?
celle, tout droit sortie des camps de concentration, que l'on a accusée de faire renaître en France le racisme. Cette même femme, mesdames et messieurs, dont on élève aujourd'hui la statue dans le ciel de Paris à l'occasion des Jeux Olympiques. Simone Veil. Drôle de revirement, n'est-ce pas? Faut-il en arriver là pour que toutes les voix se fassent entendre, surtout lorsqu'elles dérangent? La minorité a toujours tort? Non, pas forcément. Mais une chose est sûre, c'est que la majorité l'étouffe par la violence, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer et qu'on ne l'entende plus jamais. Mais si je me suis lancée dans des études de droit, mesdames et messieurs, à l'Université de La Réunion, c'est parce que je crois en un idéal de justice. Un idéal que beaucoup estiment utopique. Mais si l'on dit que l'espoir fait vivre, alors je veux vivre. Je crois en un arbitre capable de protéger et de faire respecter les droits et les idées des plus faibles comme des plus forts. Je crois en une justice qui ne se ferait pas garante de la minorité parce qu'il s'agit de la minorité. Non, surtout pas. Ne retombons pas dans un travers inverse qui mènerait exactement au même résultat. Mais une justice de l'équilibre, sanctionnant les abus de l'un autant que ceux de l'autre. Tout un art, me direz-vous, et pourtant, au Moyen-Âge, on l'a qualifié de l'art du bon et de l'égal. Ce soir, mesdames et messieurs, l'intervention d'André Lienel aura eu le mérite de nous rappeler à toutes et à tous que face à l'inégalité, c'est la justice, et la justice seule qui doit s'élever au-dessus de nos têtes. À quel point il s'agit d'un trésor de l'équilibre dans nos vies, car, comme le rappelait si justement Martin Luther King, une injustice commise quelque part dans le monde est une menace pour la justice dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci pour cette brillante intervention. Effectivement, en termes d'éloquence, on peut dire que vous en faites preuve. Je retiens de tout ce que vous avez dit finalement qu'à travers cette brillante démonstration, c'est l'intérêt général que vous défendez. Donc, moi qui travaille dans les tribunaux administratifs où la notion d'intérêt général est essentielle, je ne peux qu'approuver. Donc encore une fois, félicitations pour cette intervention. Merci. Madame, félicitations. Merci. Vous nous avez donné de l'espoir. Et pour reprendre un éminent avocat et ministre de la Justice, Robert Badinter, on juge souvent une société dans la façon comment elle se comporte avec ses parias, ses minorités. Et donc ça, c'est un message que vous avez fait passer ce soir. C'est un message aussi d'espoir parce que nous, avocats, nous défendons souvent ces personnes qui se sentent un peu exclues de la société. Et donc cette recherche de justice, d'équilibre, vous l'avez démontré ce soir. Merci. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que surtout je prends la parole après le bâtonnier, ce qui ne m'arrive jamais. Merci pour votre intervention. D'abord sur la forme. Vous maîtrisez l'art oratoire comme nous aimerions tous le maîtriser et comme vous en avez donné la démonstration. Et puis sur votre prise de position, parce qu'effectivement, dans une enceinte comme celle-ci, c'est l'art de convaincre qu'il faut pour convaincre le tribunal qui est là. Et vous avez, à mon sens, brillamment réussi l'exercice en défendant vos convictions. On n'est pas là pour vous apporter la contradiction, peut-être que d'autres pourraient le faire, mais en tout cas, vous l'avez brillamment fait et pour cela, félicitations. Merci beaucoup. Alors au niveau des étudiants de deuxième année, donc un deuxième lauréat s'est imposé au coude à coude et je ne dissimule pas donc mon plaisir à l'accueillir maintenant pour qu'il puisse compléter cette présentation, Monsieur Gilles Agelou. Merci. Mesdames et messieurs, chers membres du jury,
modestes artisans du droit. Les minorités. Lorsque je parle de minorités, à quoi pensez-vous, cher public? Vous pensez aux minorités ethniques? Vous pensez aux droits des LGBTQ+, à les crimes raciaux commis aux États-Unis? Vous aurez raison de penser tout cela. Je n'évoquerai aucun de ces sujets aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune Français. Un jeune Français plongé dans un contexte politique et social qui ne cesse de le confronter à des contradictions et à des frustrations. Un jeune Français qui, comme grand nombre de ses pairs, se sent étranger à la nation qu'il a vu naître. Non pas par sa couleur de peau, non pas par son origine, mais bien par la place que lui accorde un système qui semble l'ignorer. Ce jeune Français, cher public, ce peut être votre fils, votre frère, vous-même. Je me reconnais en ce jeune Français. C'est d'ailleurs pour cela que je le genre au masculin, mais il aurait très bien pu être une jeune Française, évidemment. Quoi qu'il en soit, ce jeune Français, grandissant dans une république qui se dit libre et égalitaire, est pourtant témoin d'un décalage profond entre les promesses de démocratie et la réalité quotidienne. Il assiste, désillusionné, à la succession de politiciens qui ne répondent jamais à ses propres intérêts, ni à celles de sa communauté. Il est victime, ce jeune Français, victime d'un sentiment d'impuissance qui grandit face à un système qui semble verrouillé, où les choix semblent être pris d'en haut et où la majorité du peuple, pourtant si nombreuse, semble être reléguée à une forme d'invisibilité politique. Alors il est préoccupé, ce jeune Français, certes, par les souffrances des minorités à travers le monde, par toutes ces souffrances qu'endurent les peuples opprimés, mais sa préoccupation première est bien plus proche de lui. Elle touche directement à ses proches, son entourage, ses amis, sa famille. Son père, accablé par la douleur physique, mais obligé de poursuivre un labeur usant jusqu'à l'épuisement, car ses années de travail ne sauront lui accorder une retraite décente. Ses grands-parents, qui après des années, des décennies de services rendus à la communauté, peinent encore à joindre les deux bouts. Mention spéciale aux agriculteurs, fait d'actualité, qui nourrissent la France et l'Europe et qui, paradoxalement, peinent eux à se nourrir, pris dans l'étau d'une économie qui ne leur laisse aucun répit. Le Français n'est jamais content. C'est une phrase que ce jeune Français entend souvent, mais il se demande également comment pourrait-il l'être? Comment pourrait-on se satisfaire d'une démocratie qui ne laisse au peuple que le choix entre des candidats qu'il n'a pas choisis? Des candidats qui, à force de discours standardisés, semblent interchangeables et dont parfois la véritable compétence est de manipuler les médias afin de façonner des narratifs qui servent leurs propres intérêts. Des imposteurs qui osent croire qu'ils incarnent la République, qu'ils incarnent les Français, l'intérêt des Français, qui osent parfois dire « la République, c'est moi ». Peut-on se réjouir d'une République où la voix du peuple est si étouffée qu'elle ne semble plus compter, où la majorité elle-même se sent réduite à l'état de minorité, désarmée face à des décisions qui sont prises en son nom, mais jamais avec son consentement? Ce jeune Français, il est l'héritier d'une longue tradition de lutte, une longue tradition de souffrance, de révolte menée à bien pour le pays, pour l'acquisition de valeurs telles que la liberté, l'égalité. Et malgré lui, aujourd'hui, il assiste, désemparé, à la lente érosion de ses idéaux. Il est spectateur d'une médiocratie. Une médiocratie qui, selon les mots de Edmond de Goncourt, place au pouvoir des individus médiocres, trop occupés par leur maintien en place pour pouvoir véritablement incarner l'intérêt général. Cette médiocratie dont il est le prisonnier n'est pas le fruit d'une oppression brutale, non, mais pas moins pire. Elle est le fruit d'un effacement progressif du pouvoir du peuple. Elle n'est pas non plus le fruit de lois injustes, non, mais pas moins pire. Elle est le fruit d'un silence.
un silence lourd, un silence pesant, un silence assourdissant, un silence qui peu à peu désempare, dépossède les citoyens de leur capacité d'action. Ce jeune Français, qui devrait être au cœur de la démocratie, se retrouve marginalisé dans un pays qui, bien qu'étant une puissance mondiale, peut-être dans certains domaines plus officieusement qu'officiellement, semble négliger les siens. Chaque élection, chaque scrutin lui donne l'illusion d'un choix. Mais au fond, il sait bien que ses options sont limitées. La vraie question en politique qu'on devrait se poser n'est plus qui gouverne, mais pour qui gouverne-t-on ? Alors ce jeune Français, il n'a pas besoin de promesses vides de sens. Il n'a pas besoin de slogans tout ficelés, non. Il n'a pas besoin non plus qu'on le prenne par pitié, surtout pas. Il a besoin d'un espoir concret. Il a besoin d'une république qui lui redonne sa place et son rôle au sein de la société. D'ailleurs, en parlant de société, il a besoin d'une société qui réapprenne à comprendre et écouter ceux qui la composent. Alors ce jeune Français, pour terminer, n'est ni fataliste, ni désespéré, ni pessimiste, non. Il attend simplement que la promesse républicaine soit tenue, qu'elle ne reste pas un idéal lointain, mais devienne plutôt une réalité tangible pour tous. Car oui, cher public, nous méritons la démocratie. Nous méritons de redevenir une majorité politique. Nous méritons de nous faire entendre pour le bien de la France, pour notre bien. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Bravo pour cette prestation. Je trouve que vous avez, alors autant sur la forme que sur le fond, hein, vous avez réussi à nous embarquer. On a envie de vous suivre dans cette histoire. C'est posé, c'est bien expliqué. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait de la maturité, du recul dans ce discours, puisque vous avez abordé le décalage entre la démocratie et la réalité, oui, sur le terrain. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on fait aussi, nous, les avocats, on se bat souvent sur le terrain parce qu'on voit les choses et on se dit que les droits ne sont pas assez respectés, et puis que la réalité devrait effectivement être meilleure. On se bat pour un idéal de justice, comme disait peut-être votre collègue tout à l'heure, je crois. Et je comprends d'ailleurs pourquoi vous êtes tous les deux sélectionnés, parce que c'est vrai que vous vous complétez bien. Les exemples sont pertinents, c'est vrai, vous avez parlé des agriculteurs, vous avez parlé du fait qu'on ne choisit pas toujours les candidats à l'élection, et donc on se retrouve face à un dilemme. Donc bravo, vraiment bravo, et vous représentez bien, et c'est valable d'ailleurs pour ceux qui sont déjà passés, et je pense pour les autres aussi, mais les talents qu'on peut avoir à l'université, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de talent, les étudiants, vous êtes bien formés, vous êtes d'excellents professeurs. Et voilà, je voulais vous féliciter. Merci. Je vais vous associer à Madame Lial, je suis bluffé. Je suis bluffé que des étudiants de L2 puissent avoir ce niveau-là. Alors, je suis moi-même universitaire, donc chaque année on se demande s'il reste encore d'excellents étudiants. Et vous nous offrez la preuve que oui, ils existent encore, ils sont là, et vous avez tout l'avenir devant vous. Et c'est dans ces moments-là que je suis heureux d'être universitaire, quoi. Merci. Si ça vous va, on va passer au sujet des L3, puisque bien, il faut entendre tous les lauréats. Et donc le sujet qui était proposé aux étudiants de 3e année de licence était donc là encore une citation. « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous ». Et pour répondre à pour discuter cette citation, nous accueillons Monsieur Charles Imouza. Donc Monsieur Imouza qui va nous présenter sa prestation sur le sujet donné. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher auditoire, bonsoir. Je me présente devant vous pour défendre un système qui, bien qu'il soit souvent critiqué, a le mérite de ne pas manquer d'air, celui que nous appelons, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la démocratie. Un système loin d'être parfait, je vous l'accorde. Mais au fond, que pouvons-nous reprocher à un système ayant mis à terme l'arbitraire ?
sauf en matière de loi sur la retraite. Cependant, il est à relever une affirmation de nos droits et libertés qui continue de croître. Une liberté nous permettant même de manifester notre désaccord politique. Une liberté qui, de surcroît, peut nous faire facilement tomber dans l'excès. Mesdames et messieurs, que dirait Churchill en voyant ce qu'est devenu la démocratie du XXIe siècle? Lui qui disait que c'était un mauvais système, mais le moins mauvais de tous les autres. Le pensait-il vraiment à cet instant? Ou celui-ci était simplement rempli d'amertume dès qu'il a vu son faible score électoral face à son rival en juillet 1945? Mais alors, pourquoi avoir dit cela? Pourquoi avoir dit cela? Certainement du fait que l'on assiste à une pluralité d'opinions, tant sur le registre politique que juridique, tant sur les interactions sociales que les idéaux comportementaux. Finalement, l'emploi de ces mots pouvant nous provoquer des mots qui, par une profonde discorde, peut se transmuer en un violent assaut, sans m'étaler sur la barrière non étanche de ce qu'on peut divulguer sur les réseaux sociaux. Des débats sans fin, des promesses sans lendemain, qui d'instinct doivent sûrement vous rappeler quelqu'un. Un espoir qu'on souhaite atteindre, mais qui finit toujours par être éteint. D'autant plus pour ceux qui nous gouvernent avec dédain. Ce qu'il faut tout de même retenir, de pouvoir critiquer ou apprécier, aimer ou détester les personnes qui nous dirigent dans cette société, tout en pouvant le manifester sans pour autant être sanctionné. Ce qu'il faut tout de même retenir, cher auditoire, les voltiges d'opinion qui nous environnent se traduisent très souvent par un perpétuel affront, dont le fruit de cette bataille est de tel que nous finissons par avancer à l'unisson. Car, malgré les frictions, au fond, nous souhaitons une seule et même chose, vivre dans de meilleures conditions. Un droit, donc sincère, qui est sans rappeler la liberté d'expression, revêtue d'un caractère constitutionnel, mais également reconnue par la Déclaration des droits de l'homme, considérant la libre communication de pensée comme l'un des droits les plus précieux de l'homme. Un droit non palpable, mais qui pourtant peut nous toucher, nous atteindre, nous influencer, jusqu'au point d'en être vexé. Ce faisant, qu'en penseraient nos amis les Russes de pouvoir dire officiellement « Non, Vladimir, je ne voterai pas pour toi et c'est mon droit », sans finir kidnappés, assassinés, puis surtout, retrouvés dans une zone non géolocalisée pour obstruction. Mais encore, les pauvres Afghanes serviles sous le régime théocratique des lois de la charia, les tenant en laisse, de pouvoir dire aux talibans extrémistes « C'est mon droit de pouvoir m'exprimer, et vous ne me l'enlèverez pas ». Ainsi, dans une société luttant à exprimer ne serait-ce qu'un seul mot de leur pensée, en France, en réalité, nous nous exprimons trop, beaucoup trop. Pourtant, nos droits et libertés sont garantis par des instruments qui ne peuvent qu'être prospères. Entre les révolutions qui ont suivi, les manifestations qui s'enchaînent et les réactions médiatiques qui déferlent, chez les Français, la France n'est jamais à l'abri d'une prochaine révolution. Finalement, la naissance de la démocratie à travers l'instauration de la Ve République a justement favorisé la dissonance démocratique, de la sorte que l'égalité de la parole sage et unique, soit complètement anéantie. En ce sens, l'amplification des critiques favorise des débats, dont certains se voient débattre même durant les ébats, à tel point que certains couples rompent leur relation en raison d'une telle divergence d'opinion, si cela ne tient pas que pour une histoire de taille. Mais que dire du suffrage? Que dire? Le suffrage universel est peut-être l'art de faire des montagnes avec des taupinières, mais c'est aussi le seul moyen de pouvoir donner une chance à chacun de planter son drapeau. En démocratie, toutes les voix peuvent donner l'impression d'un concert immense, où tous les instruments ne sont pas toujours bien accordés. Mais au moins, tous
peuvent jouer, même ceux qui chantent faux. De ce fait, l'opposition des opinions contraires vient à individualiser les partis, mais surtout les pratiques politiques, au terme de laquelle l'individu a pris le pas sur le citoyen, dont on ne vote pas pour des représentants, mais pour ses représentants. Vous me direz que la démocratie est un système où l'on parle beaucoup, dans lequel on agit très peu. Sachez que je ne peux qu'être d'accord avec vous sur ce point, mais il est vrai qu'il faut parfois du temps, plus de temps pour accorder tous les violons. Sur un ton plus mélodieux, la démocratie, c'est le seul système où l'on peut changer de chef d'orchestre sans renverser tout l'orchestre. Et en voilà une excellente partition. Alors oui, mesdames et messieurs, la démocratie a ses ratés, ses fausses notes. Mais elle permet à chacun de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, ce qu'il désire et ce à quoi il aspire. Cependant, en 2024, nous nous posons tout de même la question de la représentativité. Si ceux qui nous représentent concrètement et fidèlement la volonté du peuple. À mesure, la démocratie est l'affirmation la plus poussée de l'adage d'Aristote. Je cite : ouvrez les guillemets, l'homme est un animal politique. Récemment, nous avons pu voir que la coagulation soudaine d'opinions d'un parti politique au regard d'un volte-face de l'autre peut véritablement modifier le cours d'une élection, comme tel a été le cas avec le nouveau Front populaire ayant remporté le second tour des législatives alors que le RN avait été en tête de liste dans le premier. Par ces faits, la vie démocratique ne peut qu'être rythmée par le discours. Néanmoins, trop de tolérance cède à l'excès entre le sophisme et la démagogie, l'inflation législative et les sévices qu'emploient certains groupuscules pour exercer une pression sur celles et ceux moins fermes sur leurs opinions. Quelle bravoure! Finalement, la parole seule du peuple peut être véritablement un frein entre eux sur l'idée de la France idéale. Mesdames et messieurs, la démocratie est un système qui ne manque pas d'air, en raison du fait qu'elle respire suivant les choix qu'on adhère, quand bien même qu'elle souffle le froid et le chaud par observation des actualités hebdomadaires. Alors, comment se mettre d'accord quand un ultimatum se présente par deux partis qui présentent un programme serein pour l'intérêt des citoyens, au risque que notre vote dans le scrutin peut être considéré pour certains comme la sélection du prochain bourreau avec l'arme la plus aiguisée à la main. Ce faisant, par constat, Churchill avait sans doute raison malgré que sa fierté en ait pris un coup. Alors sur ces quelques mots, mesdames et messieurs, si la démocratie est tout de même mauvaise en raison de certaines faiblesses qui la constituent, c'est tout de même le seul où on peut espérer toucher terre sans sombrer dans l'enfer. Un système dont d'autres nous envient sans qu'on puisse y perdre forcément la vie. Pour preuve, elle ne m'a pas empêché non plus de m'adresser devant vous ce soir, de nuancer un système dont l'heure n'est jamais fixe, puisque ce qui fait l'intensité de notre démocratie se loge dans le débit de parole qui circule dans le pays. Alors, retenez seulement, aucune voix, ni la vôtre, ni la mienne, mérite d'être réduite au silence, car chacune d'elles que vous prononcez et que vous prononcerez dans vos têtes, avec vos proches et dans vos scrutins, peut être assurément, mesdames et messieurs, l'image de la France de demain. Cher jury, cher public, je vous remercie. Je vous remercie. Vraiment, j'ai passé un moment vraiment, de délectation. Voilà, en vous écoutant. Vous avez, alors à mon avis, un vrai talent d'orateur. Je ne sais pas si vous vous destinez à l'avocature, mais... Vous avez visé juste. Voilà, ben, écoutez, vous ferez un excellent orateur devant les magistrats qui vous entendront plaider. Ce sera un vrai plaisir.
Et vous avez balayé l'ensemble du problème de manière brillante et juste et intelligente. Et je ne peux que vraiment vous féliciter. Merci, je vous remercie, ça me touche profondément. Alors je regarde Monsieur le bâtonnier parce que nous nous connaissons, jeune homme, monsieur, et vous m'effrayez. Parce que c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons dans ce type d'exercice, et je vous trouve de mieux en mieux. Je vous trouve effrayant de qualité. Et je me demande quand vous allez vous arrêter de progresser. C'est ça qui m'effraie, parce que vous êtes vraiment très bon, et vous êtes même encore meilleur que la dernière fois. Je vois monsieur le bâtonnier qui opine. En fait, nous nous sommes concertés, comme nous sommes en face, concertés au moins par des petits signes, mais il y en a d'autres dans la salle que je ne dénoncerai pas aussi, qui sont de vos soutiens, je pense. Donc bravo, parce que c'est un bel exercice auquel vous soumettez cette fois encore, et je me dis qu'encore un petit effort et bientôt vous nous le ferez en alexandrin. Je me suis même surpris à un moment à compter le nombre de pieds pour être sûr que ce n'était pas de l'alexandrin. Bravo encore. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Je sais à quel point ce type d'exercice vous plaît. Je pense que ça a été une vraie révélation pour vous. Alors moi, on avait déjà eu l'occasion de parler. Je vous avais dit, ce qui est important, c'est que la forme ne prime pas sur le fond. Et je le dis à tous les étudiants. Et je trouve que ce qui est important, c'est de réussir à concilier les deux, comme vous avez essayé de le faire, et comme vous le ferez de mieux en mieux, je pense. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est un exercice compliqué. Et j'insiste bien pour tous les jeunes qui sont dans la salle, chacun son style. Monsieur en présente un, vous pouvez en trouver un autre. L'éloquence, c'est chacun son style. Donc je vous remercie d'avoir apporté cette prestation haute en couleur et en son. Mais je veux aussi dire qu'on peut parfaitement s'exprimer autrement. Et donc chacun doit trouver sa voix, son style. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Sébastien. Alors on enchaîne, si vous voulez bien, avec les étudiants, enfin le sujet qui était proposé aux étudiants de Master 1. Et donc un sujet, une interrogation, encore une fois, on notait plein d'interrogations. Le sujet est le suivant: la démocratie fait-elle nécessairement du beau droit ? Et donc pour répondre à cette question un peu complexe, un peu vicieuse peut-être, eh bien nous accueillons Madame Marie Martin, donc, qui est étudiante en Master 1 Justice, Procès, Procédure. Je ne suis pas peu fière de le dire, donc je le dis. Voilà, je vous cède la parole immédiatement, Madame, pour nous présenter votre prestation. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, l'article 3 de notre Constitution consacre la souveraineté nationale, la représentation du peuple, la démocratie. Dès lors, notre droit devrait être le reflet des valeurs de notre société. Pourtant, dans mon pays, celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on me parle de déni, de démocratie. Hier, pour la réforme des retraites, aujourd'hui, face à la nomination de notre Premier ministre. Vous en conviendrez, il est difficile d'apprécier la beauté du droit lorsque celui-ci entre en contradiction avec vos valeurs. La démocratie fait-elle nécessairement du beau droit ? Le beau droit, quelle drôle d'idée ! Si le droit était beau, alors le code pénal, en plus d'être le livre de chevet des juristes et des criminels, serait une pièce de goût pour tout amateur d'art moderne. Comment parler de beau droit à l'ère où les politiques ne cessent de voter des lois à usage unique, des lois plastiques ? Paradoxal en pleine crise écologique. Si à force de remix, il n'est plus possible d'apprécier la beauté originale d'une œuvre, à force de réforme, il devient impossible d'apprécier la beauté du droit.
Pourtant, malgré tous ces artifices qu'il enlaidisse, je reste convaincue que le droit est fondamentalement beau. Ora fugit stat ius. L'heure fuit, le droit demeure. L'article 2 du Code civil est un exemple évident de cette intemporalité. Non pas parce qu'il précise que la loi ne dispose que pour l'avenir, mais parce qu'il le fait depuis le 21 mars 1804. Par ailleurs, ne fêtons-nous pas également les 66 ans de la Constitution ? De la même manière, si nul n'est censé ignorer la loi, cela signifie que ces textes s'inscrivent dans une connaissance globale. Dès lors, quelle différence y a-t-il avec la Joconde de De Vinci ou le baiser de Klimt, que vous connaissez tous également et qui ont aussi traversé les époques ? Nos professeurs et nos juristes sont des artistes. Le droit prend vie dans les tribunaux et les amphithéâtres à la manière d'une véritable pièce de théâtre. Et ne dit-on pas que ce dernier fait partie des beaux-arts ? De la même manière, un étudiant en droit se distingue par sa capacité à analyser une phrase, quelques mots à peine, et à affirmer, à la manière d'un critique artistique, que le placement d'une virgule est du plus bel effet. La beauté a vocation à susciter des émotions. La joie, l'indignation, la tristesse sont les mêmes que celles ressenties par les justiciables. Posez la question à un étudiant de 2e année, perdu dans ses révisions de droit administratif, puis à ceux qui, mordus de droit, en ont fait leur métier, par vocation à défendre la veuve et l'orphelin. La beauté ne peut faire l'unanimité dès lors qu'elle est nécessairement liée à l'intimité. Aujourd'hui, c'est à moi qu'il revient de répondre à cette question. Être étudiant en master de droit, c'est se rattacher avec force à sa première conviction, qui nous a guidés dans cette voie et qui veut que le droit soit foncièrement beau, tout en ayant pris conscience au fil des années de ses défauts, ses ratures, ses aspérités. Si je ne peux répondre définitivement par la positive ou par la négative, c'est parce que cette question, la démocratie fait-elle nécessairement du beau droit, met en exergue 2 termes que tout oppose. D'un côté, la démocratie, qui suppose un peuple unifié, en ce qu'il ne forme qu'un seul groupe, et uniforme, en ce que tous les citoyens sont égaux. La beauté, de l'autre côté, conception abstraite, voire philosophique, imperceptible en tant que notion, et pourtant perceptible par tous. Et bien justement, s'il y a une chose qui divise un peuple, plus encore que la politique, c'est la subjectivité de la beauté. Dès lors, comprenez bien, ce qui sera beau pour un ne sera nécessairement jamais beau pour tous. Je vous remercie. Voilà, merci madame. C'est vrai qu'en vous écoutant, on est un peu passé du groove à la sonate. Mais tout ça reste très beau et musical. Et donc vraiment merci parce que c'est vrai que moi j'ai eu l'impression en vous écoutant que vous arriviez à faire une sorte de conjugaison entre la conviction et la délicatesse. Donc c'était vraiment très agréable à écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous avez évoqué les interrogations à propos du placement d'une virgule. Et je ne sais pas si vous lisez Oscar Wilde, mais Oscar Wilde avait écrit une petite phrase, il disait « Je suis vraiment épuisé. Tout ce matin, j'ai écrit un vers et j'ai mis une virgule, et dans l'après-midi, je l'ai supprimé. Je suis épuisé. » Donc, plus sérieusement, je rejoins totalement ce qu'a dit Monsieur le Président et Cathy Pomard juste avant. L'éloquence, finalement, il n'y a pas une seule forme d'éloquence. Et un discours est éloquent quand on sent une adéquation entre les mots qui sont prononcés et la personne, la personnalité qui les prononce. Et on a le sentiment, en vous écoutant, que vous nous avez livré une plaidoirie tout en délicatesse, tout en douceur, tout en précision,
assez différente de ce qu'on avait entendu juste avant, mais cela vous ressemble sans doute, et c'est le plus beau compliment que l'on puisse se faire quand un discours paraît totalement naturel, et c'était le cas du vôtre, donc merci beaucoup. Merci. Alors, reste à écouter donc la plaidoirie donc, qui sera faite sur le dernier sujet, le sujet des étudiants de Master 2. Donc, nous avons à leur attention proposé un sujet, le droit, outil pour bafouer la démocratie, point d'interrogation bien sûr. Et nous accueillons sur ce sujet le lauréat des étudiants de Master 2, Monsieur Quentin Kessari. Alors, comment vous dire? Monsieur Kessari, nous l'avons rencontré pour la première fois en 2e année de licence. Il venait du tampon, donc pour moi, un étudiant que je ne connaissais pas, et il avait gagné le concours de 2e année cette année-là. L'année suivante, petite pause dans son cursus, nous pensions l'avoir perdu de vue, et Monsieur Kessari est revenu en Master 1 l'année dernière pour l'emporter, et cette année, en Master 2, il est également lauréat. Alors, je voulais, au-delà de ce triplé gagnant, je voulais juste souligner la grande humilité qui est la sienne, parce que revenir quand on a gagné, ce n'est pas forcément évident. Remettre en jeu son titre et se replier à l'exercice, ce n'était pas forcément facile. Alors merci à vous, Monsieur Kessari, et nous vous écoutons. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs en vos grades, titres et qualités, cher public, s'il existe un outil d'oppression, c'est bien le droit. Sous ses airs de justice, il est un peu volatile. Il est un instrument efficace pour contrer des voix. Et il y a des moments, cela pourra vous être très utile. Faire passer une législation au détriment de la députation, restreindre une liberté aux dépens des administrés, ou encore rendre une décision en dehors de toute institution. Les manœuvres qui vous permettront de tromper le démos trouvent leur source dans le principe de légitimité. Il suffit de trouver la faille dans la règle considérée et par une acrobatie juridique l'invoquer à votre profit. Bien sûr, dans cette manigance, vous n'êtes pas n'importe qui. La gloire dont vous êtes revêtu confortera votre machination. Au résultat, soit le peuple suit, soit le peuple obéit. J'en conviens, cela n'est pas mince à faire. Il faudra être un tout petit peu financier. Et pour vous aider, laissez-moi vous présenter mon nouvel ouvrage intitulé « Comment bafouer la démocratie grâce au droit ». Dans cet ouvrage synthétique mais complet, vous trouverez toute une somme de techniques pour devenir les plus rusés. Technique numéro 1. Fabriquez vos propres lois. Utilisez l'article 39 de la Constitution et élaborez un projet de loi avec un intitulé flatteur. Loi de programmation et de réforme pour la justice. Loi pour la confiance en l'institution judiciaire. Loi relative à la protection du secret d'affaires. Puis, mettez tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. Des juridictions sans jury populaire, des perquisitions sur des fondements hypothétiques, une petite entrave à la liberté d'expression et faites-la voter un jour de juillet. Une loi élaborée, une démocratie bafouée. Technique numéro 2. Si une loi existe déjà et qu'elle met en œuvre un certain nombre de principes, jouez sur les exceptions. Comme vous le rappelle mon ouvrage, intitulé « Comment bafouer la démocratie grâce au droit », tout principe est suivi d'une exception. Si l'article 23 de la Constitution dispose que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec celles du mandat parlementaire, par exception, cette incompatibilité cesse lorsque le ministre est démissionnaire. Et vous pourrez, en dépit de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit, ce n'est pas si intangible que ça, après tout, aux dépens des écrits de Montesquieu, bon, ça date un peu,
en dépit même de la démocratie dans sa dimension morale, avoir des ministres députés. Exception arguée, démocratie bafouée. Technique numéro 3. En tout état de cause, invoquer la Constitution. Imaginez que vous souhaitez provoquer des élections dans l'urgence. Le code électoral prévoit des délais beaucoup trop longs. Inutile d'attendre autant de temps. Saisissez-vous de l'article 12 et vous aurez tout au plus 20 jours. Voyez-vous, mesdames et messieurs, le chemin sera nettement plus court. Et c'est bien heureux, vous n'allez tout de même pas laisser le peuple réfléchir trop longtemps. Constitution invoquée, démocratie bafouée. Mesdames et messieurs, voyez-vous, comme la rose, le droit est plein d'épines. Celui à qui vous confiez sa création devient maître de votre liberté. Faut-il à cette fin savoir l'utiliser? Et pour ce faire, n'oubliez pas de vous munir de mon nouveau manuel intitulé « Comment bafouer la démocratie grâce au droit », publié aux éditions Bourbon-Élysée. Merci beaucoup. Alors, lorsque je serai nommé ministre de la Justice, Dieu m'en garde, je crois que je vous prendrai comme directeur de cabinet, voire je proposerai votre nomination comme secrétaire général du gouvernement, et vous pourrez mettre à profit ce poste pour exercer et mettre en œuvre toutes les préconisations que vous avez dans votre nouveau livre. Merci en tout cas sur la forme et sur le fond. Comme cela a déjà été dit, et c'est une répétition que je vais faire, nous avons eu des styles bien différents. Et à chaque fois, on a plaisir à vous écouter dans des styles très différents. Et je rejoins ce qui a été dit par Madame Pomar. Vous avez déjà, et à juste titre, je pense, gagné des concours d'éloquence. Et c'est pas facile de revenir pour remettre en jeu son titre. Vous l'avez fait ce soir et vous l'avez fait brillamment. Donc merci encore. Je dois dire, je ne pense pas être le seul parce que je regardais un peu la salle. J'ai vu plusieurs personnes menacer de s'étouffer en riant devant vos propos. Alors, je dis ça parce que l'humour, c'est vrai qu'il n'est pas toujours apprécié devant les juridictions, mais parfois il permet de faire passer des discours sur le fond très construits avec cette note complémentaire d'humour bienvenue qui attire l'attention et qui retient aussi le propos dans l'esprit des juges ou des magistrats de manière générale. Donc bravo pour cette prestation, franchement, sur le contenu et sur la forme, effectivement, qui est révélateur de ce qu'est l'éloquence aujourd'hui. Bravo. Juste peut-être un dernier mot pour dire que M. Quentin Kessari est étudiant en Master 2 de droit des affaires. C'est bien mon malheur. Son directeur en est très fier. Et peut-être également ajouter que c'est la bonne nouvelle pour nos étudiants, c'est que M. Kessari finit son M2 l'année prochaine, donc il ne sera plus candidat. Et la nouvelle un peu plus triste, c'est que vous nous manquerez. Voilà. Écoutez, le moment tant attendu, le jury va se retirer pour délibérer. Donc cette audience est suspendue. Bon, ça a été difficile de vous départager. Vraiment, merci pour la qualité de vos prestations. On a vraiment passé un très très bon moment. Et on vous a tous trouvés excellents. Je parle pour tout le monde, mais je pense que je ne trahis aucun secret des délibérés. Alors cette année, c'est une nouveauté.
C'est ça, c'est l'effet créateur de la démocratie. On a décidé de créer. Donc on a décidé de créer un prix spécial du jury, un peu comme à Cannes. Mais voilà. Et donc le lauréat cette année du prix spécial du jury, pour, j'ouvre les guillemets, je cite, son talent, sa fidélité et sa constance, et Monsieur Kessari. Bravo. Évidemment, tout ce que vous avez dit, toute ressemblance avec une personne connue serait purement fortuite, évidemment. Et donc, le ou la vainqueur de cette finale, ça a été difficile, hein, vraiment, puisqu'on a délibéré un certain temps, on a beaucoup discuté. Mais donc le prix aujourd'hui revient à Madame Lou Lial. Oui, bravo, merci. On sent que vous êtes dépassé. Vous avez dépassé les plafonds de verre et avec grand succès. Merci beaucoup. Donc alors, comme chaque année, et je laisserai la parole, mais sachez que nous avons en fait le plaisir, mais aussi l'honneur, hein, de vous proposer des stages. Donc si vous le souhaitez, hein, en passant par l'intermédiaire de Madame Pomard, sollicitez-nous et on vous accueillera vraiment avec grand plaisir au sein de nos juridictions administratives, judiciaires, barreaux, universités. Je crois que même il y a des possibilités de retrouver des stages en police, gendarmerie, mais voilà, on vous accueille vraiment, vraiment, vraiment avec grand plaisir. Alors, peut-être avant de passer aux cadeaux et aux photos, juste des remerciements à tous ceux qui ont fait que cette manifestation, alors la Nuit du droit dans sa généralité et le concours d'éloquence en particulier, merci à tous ceux qui ont fait que ça puisse se tenir cette année encore. Évidemment, tous les membres du jury, les candidats qui participent, le public, et puis tous les partenaires de cette manifestation dans sa globalité, et puis les services de l'université et les services du tribunal judiciaire qui nous accueillent, qui ont quand même bien cravaché ces derniers temps pour faire en sorte que l'accueil soit le plus optimisé possible dans une salle qui n'est pas extensible, mais qu'on a essayé de repousser dans ses murs. Merci à tous pour cet accompagnement, pour que cette manifestation puisse exister. Alors, au titre des cadeaux des lauréats, vous allez avoir effectivement le stage avec les partenaires que je remercie. Vous allez avoir des ouvrages. Alors, Monsieur Seub, on a mis quelques-uns pour impressionner l'auditoire. J'en ai également, on va vous les remettre. Et puis, le Centre de recherche juridique vous offre un bon d'achat en librairie pour que vous fassiez plaisir. Vous n'êtes pas obligé de prendre des ouvrages juridiques. On peut lire autre chose dans sa vie aussi pour être un citoyen éclairé. Oui. Il y a l'ouvrage de Monsieur Kessari est accessible grâce au bon d'achat du CRJ. Je sponsorise nos jeunes talents. Non, mais Monsieur Kessari qui fera peut-être bientôt une thèse, donc un vrai ouvrage pour le coup. Je lui souhaite ce malheur. Donc merci à tous et on va donc vous inviter les lauréats, si vous voulez bien, à venir pour la photo. Et merci encore à tous pour votre patience et votre présence. Merci.